Bonjour, donc Thierry Collin, je suis professeur en gestion des ressources humaines à l'IAE Nancy, l'Université de Lorraine. Et donc je vais vous présenter les résultats, parce que la méthodologie tout ça, parce que les résultats d'une recherche exploratoire sur la robotique collaborative, pour voir finalement qu'est-ce que ça change d'un point de vue organisation du travail. C'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout spécialisé sur la robotique d'un point de vue technologique, hein. Certaines, je pense quand même à connaître 2-3 trucs, mais c'est vraiment pas ma spécialité. Je vois vraiment ça du point de vue des sciences de gestion, du management, et la question c'est finalement ces nouveaux types de robots, qu'est-ce que ça change à la réalisation du travail. Donc c'est un travail qui a été fait en collaboration avec Benoît Grasser, qui passe voilà, aujourd'hui. Alors, je vais revenir rapidement sur quelques définitions. Alors sur ce que c'est qu'un cobo, bon, je pense qu'il y a des gens à qui pourrais en apprendre plus que je voulais en apprendre, mais d'un autre côté, tout le monde ne sait pas exactement ce que c'est qu'un cobo. Et surtout, alors l'idée c'est qu'est-ce que ça change finalement, et pourquoi et comment c'est utilisé. La question globale, moi que je vais traiter, c'est pas tellement ce que ça peut faire, mais c'est ce qu'en font les industriels dans les entreprises. Alors le cobo, c'est effectivement un compactage de deux mots, c'est le robot collaboratif. C'est un néologisme qui a été créé dans les années 90 par des ingénieurs et des scientifiques, des universitaires américains, avec cette idée qu'on allait pouvoir, et c'est ça le grand changement, faire sortir le robot de la cage. Alors c'est là qu'il faut partir pour comprendre ce que c'est qu'un robot collaboratif. C'est se rendre compte qu'un robot, on dit les robots sont très présents dans les entreprises depuis très longtemps, ce qui est vrai. Ils sont présents, mais ils sont présents complètement isolés des opérateurs. C'est-à-dire que pour des raisons assez évidentes de sécurité, les robots sont dans des cages, parce qu'un robot, quand il fonctionne, c'est extrêmement dangereux. Et donc pour accéder à la cage, le dépanner, assurer sa maintenance, etc., etc., il faut des habilitations, il faut ouvrir la cage, et ça ne se fait pas tout seul. Donc finalement, quand on dit que les robots sont présents, c'est vrai, physiquement parlant, mais en même temps, ils ne partagent pas l'espace de travail des collaborateurs. L'intérêt du cobo, c'est pour le coup, parce qu'il a été conçu dans cette optique-là, il travaille un peu plus lentement, il est plus petit, plus léger, et puis surtout, il a tout un tas de systèmes de sécurité qui peuvent varier d'un cobo à l'autre et selon comment ils sont mis en œuvre, mais qui lui permettent d'éviter les accidents avec un opérateur. Et donc, l'intérêt du cobo, d'un point de vue théorique, parce qu'on verra que d'un point de vue pratique, c'est pas complètement si évident que ça, c'est qu'il peut collaborer, être avec l'opérateur. L'idée, c'est que le robot serait un nouveau collègue. Là, c'est vraiment le slogan d'un des leaders, Universal Robot en l'occurrence, du secteur, c'est le robot, comme le cobo, pardon, comme collègue, comme nouveau collègue, ça serait effectivement directement, non plus, même plus vraiment un outil, mais quasiment un nouveau collègue. Donc on franchirait finalement une étape importante entre ces robots qui certes se multiplient mais sont dans des cages et les robots collaboratifs qui pénètrent dans les ateliers et qui travaillent directement avec les humains et non pas à côté des humains dans des cages. Alors c'est un marché en plein essor pour les constructeurs, j'y reviendrai un petit peu tout à l'heure, c'est avec des constructeurs qui ont démarré, alors avec on retrouve un grand classique des marchés qui émergent, c'est-à-dire on a eu des entretiens avec des spécialistes et des fournisseurs de robots traditionnels qui nous ont expliqué à quel point tout ça c'était n'importe quoi, et puis qui s'y sont mis parce qu'ils ont bien vu que ça marchait, mais avec beaucoup de difficultés parce qu'ils voient ça finalement comme leur robot mais en moins bien. Ils ont beaucoup de mal à comprendre que c'était pas juste leur robot mais en moins costaud, moins rapide, c'était des robots spécifiques, une nouvelle classe finalement dans la robotique. Alors, les caractéristiques du robot collaboratif, qu'est-ce qu'elles sont et quels impacts ça va avoir d'un point de vue production? D'abord, c'est une capacité à utiliser une large gamme d'outils. C'est-à-dire que, pour faire simple, ceux qui ne connaissent pas bien, un cobo, c'est un bras programmable, finalement. Et au bout du bras, on peut mettre toutes sortes de choses. On peut mettre une caméra, on peut mettre une pince, on peut mettre un fer à souder, on peut mettre une perceuse. Virtuellement, on peut faire presque toute opération avec un cobo. Et avec ceci particulier par rapport à un robot que c'est vraiment quelque chose de très souple. C'est-à-dire que vous voyez ici, j'ai pris pareil effectivement des photos d'Universal Robot, c'est le même bras articulé qui va soulever un paquet, qui va avoir une caméra pour faire du contrôle qualité, on utilise le même, et on peut changer évidemment son équipement.
Ils sont légers et faciles à installer. Bon, bah, un robot, il faut faire de la maçonnerie pour l'installer, parce qu'il y a une cage, etc., etc. Un Kobo, on peut le ranger dans une étagère le soir, à l'extrême, le sortir le lendemain, le déplacer d'une salle à l'autre, le brancher, le débrancher. Alors, d'un point de vue pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que quand même des prises de position, des choses, etc., c'est pas si simple que ça, mais dans la pratique, voilà, il n'y a pas besoin de prévoir une semaine de travaux pour déplacer un robot collaboratif. Autre élément très important et souvent sous-estimé, il y a une programmation qui est facile. Pour aller vite, un robot, il faut être ingénieur, quelques techniciens pour le programmer. Un Kobo, c'est relativement simple. Ça peut aller de simplement l'utilisation de petites capsules de programmes qui sont préexistantes et qu'on peut améliorer en utilisant directement avec une tablette qui font qu'il n'y a même pas vraiment besoin de programmation au sens strict, jusqu'à l'extrême, ils ont une capacité pour certains d'entre eux à copier les gestes, c'est-à-dire qu'on met le robot en mode enregistrement, on fait les gestes avec le robot et il enregistre, voire il améliore ensuite la gestuelle qu'on lui a apprise. Dernier élément, c'est un faible coût par rapport à un robot traditionnel. Le coût des Kobo est vraiment beaucoup plus faible, ce qui aura un impact, on y viendra, probablement du côté des PME. Du côté des PME, et puis du côté d'une capacité à apprendre. Quand on met en place un robot, en général, je veux dire, un plan d'investissement très très lourd derrière. On met en place un Kobo, à la limite, si on n'est pas très sûr que ça va vraiment beaucoup rapporter de l'argent, c'est pas forcément très très grave parce que l'investissement est loin. Alors, c'est un sujet qui est traité, on le voit aujourd'hui dans de nombreuses disciplines, aux sciences de l'ingénieur, informatique, automatisme, ergonomie, dans beaucoup de documents institutionnels. On commence à avoir des documents qui sortent du ministère du Travail, du ministère de l'Industrie, sur ce que c'est que la robotique collaborative, mais avec une vision qui nous a semblé souvent un peu réductrice de ce que c'est que la collaboration homme-machine. Alors, avec à l'extrême, on finit par penser en fait que, d'un point de vue organisation du travail en tout cas, le terme collaboratif, il est perturbant, il est bien vu de la part de ceux qui ont mis ça au point parce que c'est très vendeur, mais finalement la collaboration elle se résume au fait qu'on va avoir deux gestuels qui doivent se caler l'une par rapport à l'autre, avec potentiellement des contacts, et finalement c'est deux cinématiques qui se calent l'une par rapport à l'autre. On viendra juste après, d'un point de vue technique, ça suppose et ça soulève des problèmes extrêmement complexes. Du point de vue des sciences humaines en général et des sciences de gestion dont je suis issu en particulier, parler de collaboration juste parce qu'on a deux gestuels qui doivent se caler, le terme de collaboration est peut-être finalement plus trompeur qu'autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est effectivement, alors là je ne reviens pas puisque ça vient dit, la difficulté c'est que ce dont on s'est rendu compte, quand on nous a vendu le projet, on se dit oui, il y a plein de Kobo, ça fait plein de choses, ça change tout, etc. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, dans les labos, ça marche, et encore, c'est complexe, c'est difficile. Dans l'industrie, la situation où on a un robot qui a un Kobo qui pose une vis, et puis l'opérateur qui vient ensuite, et puis le Kobo qui revient, etc., on en a vu, ça existe, hein, c'est pas juste théorique, mais enfin, il n'y en a quand même pas beaucoup. Et j'allais dire, ça reste quelque chose de techniquement très compliqué à mettre au point. Alors, effectivement, l'idée derrière, ça pourrait être de dire, finalement, les Kobo, ça sert à rien, ça marche pas, c'était une belle idée, mais pas du tout. Non, parce qu'en fait, ce qu'on va voir, c'est qu'ils sont utilisés, mais de façon, on va dire, non collaborative. Et que, même utilisés de façon non collaborative, ils changent sérieusement l'organisation du travail dans les ateliers. Alors, du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait cette recherche et qu'on la poursuit encore actuellement? C'est parce que pour nous, il n'y a à cette heure-ci pas de vision organisationnelle de l'usage des Kobo. Il y a beaucoup de travaux, soit sur les questions de sécurité, qui sont fondamentales, parce qu'il s'agit aussi de vérifier qu'effectivement, ils ne sont pas dangereux en situation de travail, soit effectivement pour essayer d'affiner ce mode entre guillemets collaboratif, parce que techniquement ça soulève beaucoup de questions, mais que finalement sur qu'est-ce qui se passe concrètement quand des entreprises utilisent des robots collaboratifs, il n'y a pas beaucoup de travaux. Alors je vais aller vite là-dessus, mais l'idée, nous on est parti, donc globalement, est-ce que le potentiel, du coup on met des guillemets collaboratif du Kobo, induit un nouveau rapport au travail? Alors nous on est parti, je vais vite parce que c'est plus l'histoire en sciences de gestion, de l'idée du rapport de prescription. Le rapport de prescription, c'est développé par Hatchuel, c'est l'idée que finalement dans une situation de travail, il y a toujours un prescripteur, celui qui dit ce qu'est la situation de travail, et puis il y a celui qui, entre guillemets, la subit, l'opérateur pour faire simple. Et l'idée de rapport de prescription, elle dit, oui, mais
en fait, on n'est pas simplement dans il y a un prescripteur et puis celui qui subit, parce que celui qui subit, il fait des apprentissages, et ce qu'ont montré tous les travaux en sociologie du travail, en gestion des ressources humaines depuis des décennies, c'est qu'ils ont une capacité d'une part à apprendre et une certaine latitude. Et donc finalement, y compris le prescripteur, il a besoin du retour. Et donc on est dans un rapport finalement de prescription réciproque, qui va être plus ou moins ouvert. Et donc l'idée, c'est de voir finalement, est-ce que l'introduction de robots collaboratifs dans des ateliers va ouvrir le rapport de prescription. Donc finalement, est-ce qu'il y a de nouveaux espaces de collaboration, et est-ce que ça change le rapport de prescription? Donc j'y reviendrai. Alors très rapidement, la méthodologie, j'y reviendrai si besoin. Là, c'est la partie exploratoire d'une recherche qui est maintenant presque terminée. On a 3 études de cas qui sont en cours d'exploitation. Et puis on avait surtout ici une méthodologie à travers des entretiens avec des fournisseurs, des spécialistes de la cobotique, et puis des entreprises qui l'avaient utilisé, mais alors une partie a été faite à distance, parce que ça a démarré au moment du Covid. Par la suite, on a pu aller dans les entreprises et voir concrètement comment ça se passe. Alors, les résultats, pour aller quand même à ce qui est le plus intéressant dans l'affaire. Alors effectivement, le déploiement, alors sur le déploiement, on est un petit peu sur ce qui vient d'être dit, c'est pas massif. C'est pas massif, mais on a quand même eu un peu de mal à en trouver. Les quelques chiffres disponibles pour Stival montrent que c'est quand même pas... Voilà, on n'est pas envahi par les robots collaboratifs comme les vidéos des fabricants le laisseraient parfois croire, mais en même temps, c'est plus seulement anecdotique. On n'est plus uniquement sur des prototypes de laboratoire, on en trouve dans les entreprises. Alors sur les motivations, il y a une grande variété de motivations. Souvent, ça va être pour éliminer des postes sur lesquels il y avait beaucoup de problèmes de sécurité ou de troubles musculo-squelettiques. C'est-à-dire que bon, en gros, c'est des postes qui étaient très difficiles à pourvoir, où on était obligé de faire tourner les gens, etc., mais qu'on ne pouvait pas automatiser avec l'automatisation traditionnelle. C'est aussi parfois la volonté de certaines entreprises de ne pas louper le coche. C'est-à-dire qu'on ne pas une entreprise qui n'était pas forcément complètement convaincue, qui était ni pour ni contre, mais qui surtout se sont dit on va en acheter, on va en mettre en place. Si c'est le futur de la robotique, on sera prêt. Si c'est une erreur, ma foi, on aura investi des sommes pas si conséquentes pour ne pas louper un train important. Donc on a trouvé ça, on a trouvé aussi pas mal de PME pour qui c'était un moyen aussi de rendre l'entreprise attractive. C'est-à-dire, voilà, on a du mal à embaucher, et des gros robots, c'est difficile à rentabiliser dans des PME, des robots collaboratifs, ça devient possible. Alors, des limites objectives en termes de performance, bon, je vous ai un peu vendu, entre guillemets, tous les caractéristiques des robots, des cobots, pardon. Faut pas oublier que du coup, pour être en sécurité, ils sont plus petits, ils portent des charges souvent plus faibles, et ils vont moins vite que les robots collaboratifs, que les robots traditionnels. Ça peut être amené à évoluer, on voit bien que j'ai entendu toute cette recherche à la fin, en termes de poids soulevé par exemple, il y a eu pas mal d'évolutions, ça change, mais pour l'instant, l'idée c'est que finalement, il y a besoin de changer l'approche de la robotique. Pourquoi? Parce que si on considère que c'est juste des robots mais qu'on peut sortir de la cage, à la fois on sous-estime leur potentiel de flexibilité, et en même temps, on surestime leur capacité physique en termes de poids, de vitesse, de productivité pure. En termes de productivité pure sur des grandes séries, un robot collaboratif, c'est juste moins bien qu'un robot traditionnel. Si on fait une production traditionnelle et qu'on mesure ça au nombre de pièces sorties, surtout pas acheter un robot collaboratif, c'est clairement moins bien. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'on est dans une période de tâtonnement. C'est intéressant du point de vue du chercheur, parce que les gens sont très ouverts, très intéressés, très curieux, n'ont pas des positions très arrêtées, à part, encore une fois, les fournisseurs traditionnels qui nous expliquaient à quel point c'était vraiment... ok, ils en faisaient une gamme, parce qu'ils étaient bien obligés, ils n'y croyaient pas du tout. Donc c'était une période intéressante. Alors, sur les résultats, le résultat central, en fait, c'est une typologie de l'usage des robots collaboratifs dans les entreprises. Pour nous, en fait, il n'y a pas un usage des robots collaboratifs qui serait la collaboration homme-robot. On a repéré en gros 4 grands types d'usages, donc, et c'est ce qui est intéressant, qui vont avoir des conséquences très différentes en termes d'évolution et d'ouverture de l'organisation du travail, et en termes de compétences pour les salariés. Alors le premier type qu'on a appelé, alors vous remarquerez qu'on n'a nulle part utilisé le terme de collaboration. Pour nous, encore une fois, on l'utilise, on parle de cobo, on parle de robots collaboratifs, parce que ça, j'allais dire, ça vient du vocabulaire courant dans le domaine, on ne reviendra pas là-dessus, c'est une certitude. Le terme de collaboratif, pour nous, il induit plus en erreur qu'autre chose. Alors, la coexistence, je vais l'expliquer rapidement plutôt avec un exemple. C'est chez Peugeot, par exemple, en dessous du véhicule, il y a
sous le châssis, il y a quelque chose à visser. Il y a une pièce à visser, et les opérateurs doivent descendre en dessous, se tordre, et bon bref, c'est le poste que les gens n'aiment pas, c'est un poste usant, ils n'aiment pas trop. Ben, on met en place un robot collaboratif, alors qui est sur un petit chariot, les opérateurs viennent juste le fixer sur le châssis, ils font d'autres opérations, pendant ce temps-là, le vissage se fait. Et ça, c'est l'idée vraiment finalement de la coexistence, c'est-à-dire qu'en fait, ils peuvent partager physiquement le même espace, ce que ne pourrait pas faire un robot traditionnel, mais fondamentalement, il n'y a aucun lien entre l'opérateur. Alors là, si, il y a un lien, ils le prennent, ils le posent, hein, ils prennent le support des cobots et ils l'accrochent. Point. Donc il n'y a pas de lien, en fait, il y a zéro collaboration, zéro lien entre l'opérateur et le cobot. Donc on parle de coexistence, c'est-à-dire effectivement, ils sont bel et bien dans le même espace, mais il n'y a aucune interaction entre eux, et finalement, c'est une configuration stable qui reste assez longtemps. La deuxième, c'est l'activité simultanée. C'est ce qui correspond le plus à l'esprit du robot collaboratif, c'est-à-dire l'idée que des opérateurs travaillent sur une même pièce qu'un robot collaboratif. Or, soit on en a vu à différents endroits sur une même chaîne, c'est-à-dire sur une même chaîne, on a effectivement vu dans un sous-traitant d'automobile, avec une alternance d'opérateurs qui faisaient des opérations et de cobots qui en faisaient d'autres, et on pouvait remplacer l'un par l'autre en fonction de ce qui était le plus efficace, clairement dans la chaîne. Donc ça existe, mais avec ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'effectivement, avec toutes les contraintes, il ne s'agit pas évidemment de critiquer en termes de sécurité, c'est des configurations qui sont quand même relativement stables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait valider que c'était une situation qui pouvait tourner, qu'il n'y avait pas de risque, on ne peut pas la modifier tous les 2 jours. Il faut faire venir des spécialistes, il faut faire un diagnostic sécurité. Bon, une fois que c'est mis au point, ça peut, physiquement, ça peut changer très facilement. Encore une fois, les cobots, ils bougent. Sauf qu'il faut mettre au point, et faire valider, et faire certifier. Et donc, du coup, finalement, c'est des configurations qui restent relativement simples. La troisième, c'est l'activité alternée. C'est celle qui est a priori la moins intuitive. L'activité alternée, c'est quoi? C'est que, en fait, le cobot et l'opérateur ne travaillent pas en même temps. Alors, on pourrait dire, ils ne partagent pas le même espace. On pourrait dire, du coup, quel est l'intérêt d'avoir un cobot? Je vais vous montrer à partir d'un exemple quel est l'intérêt. Alors, un exemple, c'est une application de soudure. Alors, c'est une application de soudure. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que, on voit bien, on connaît toujours le petit bras UR, et puis là, vous avez un poste à souder, haut de gamme, mais traditionnel, que peut utiliser. C'est le même qu'utilisent les soudeurs dans l'entreprise. Quel est l'intérêt ici de l'application de soudure? Vous avez un soudeur qui fait une soudure, son geste est enregistré. Alors, il y a un petit programme spécifique à cette application qui fait qu'il est enregistré de façon très fine, puis amélioré avec un certain nombre de paramètres, etc. Et puis après, play. On appuie sur play, et vous voyez ici 2 soudures qui sont exactement les mêmes, parce qu'il y en a une qui a été faite par un soudeur professionnel. Une fois qu'on a fait, alors vous voyez, pareil, dans le kit, il y a un établi de soudure. Une fois qu'on a fait une pièce, qu'on a soudé une pièce, on l'enlève, on remet les pièces non soudées, on appuie sur play. Sous-entendu, ça c'est un intérimaire qui ne connaît rien qui peut le faire. Il n'y a pas besoin d'un soudeur pour ça. Le soudeur, alors, du point de vue du soudeur et d'un point de vue professionnel, ça change vraiment la donne. Le travail évolue beaucoup. Il évolue, mais plutôt positivement. Alors, plutôt positivement, avec aussi un petit côté, il ne comprend pas, mais alors, on est dans un métier en tension. C'est hyper important, c'est-à-dire que trouver un soudeur qualifié dans l'industrie en ce moment, c'est hyper compliqué. Donc bon, les soudeurs, ils craignent quand même pas trop pour leur emploi. Globalement, ils n'en sont pas là, c'est pas la question. Et là, du coup, finalement, quand ils sont soudeurs, qu'est-ce qui est intéressant? C'est de faire cette première soudure. C'est de réussir à bien souder la pièce. Une fois que vous l'avez fait, une fois, 2 fois, et que derrière, il y a la commande de 100 à faire, ce qui est rigolo, c'est les 2-3 premières. Là, il y a une technique, une fois qu'ils ont trouvé comment il fallait s'y prendre, les 98 qui suivent, c'est pas passionnant. Et là, du coup, ce qu'on leur dit, c'est oui, vous faites les belles soudures, vous faites le job, et vous prenez même le temps qu'il faut pour le faire, parce qu'il faut que ça soit bien fait. Une fois que c'est fait, paf, c'en est un autre qui le fait. Mais, évidemment, pour des raisons de sécurité, ça ne peut pas être en même temps que quelqu'un d'autre. Le cobot en lui-même, il est safe, il n'y a pas de problème. Sauf que quand vous lui mettez un fer à souder au bout du cobot, il ne faut pas qu'il touche quelqu'un, il ne faut même pas qu'on puisse le voir, puisque voilà, c'est de la soudure à l'arc, c'est dangereux. Donc on voit bien que pour des raisons de sécurité évidentes, c'est impossible ici que ça ait lieu en même temps. Et puis presque ça n'a aucun intérêt. L'intérêt ici, c'est de faire tourner le cobot, et puis après, il y a quelqu'un qui charge, qui décharge, ça peut être le soudeur lui-même, qui fait d'autres soudures pendant ce temps-là, ou ça peut être un autre opérateur, voire un intérimaire peu formé, le moment qu'on lui a expliqué comment on met en place
sur l'établi, comment on retire et on stocke, je veux dire, il y a un quart d'heure, 20 minutes d'apprentissage, et il est capable de charger, décharger la machine. Et après, pas pour alors, je reviens ici. Donc, la première, c'est la coexistence. Ils sont au même endroit, mais ils ne travaillent pas du tout ensemble. La deuxième, c'est l'activité simultanée. Ils travaillent vraiment ensemble avec des vrais problèmes. L'activité alternée, avec l'opérateur, donc qui va programmer le cobo, qui va lui dire ce qu'il faut faire, etc., mais qui ne travaille pas avec. Et puis une dernière configuration, c'est ce qu'on a appelé la configuration flexible. La configuration flexible, alors, on en a vu les prémices dans des PME, c'est l'idée que finalement, une fois qu'on commence à avoir un robot collaboratif et qu'on sait, qu'on commence à comprendre son potentiel, qu'on comprend comment ça se programme, qu'on comprend que c'est très très facile d'aller sur Internet, commander une caméra technique, un plugin machin, etc., de les mettre en œuvre. Ça demande un peu de connaissances techniques, mais on est loin d'être au niveau d'un ingénieur roboticien. On peut les utiliser à différents usages qui peuvent devenir variables. Je vais dire à l'extrême, c'est vraiment pour être dans l'idée de, on a quelque part un magasin de cobo dans l'entreprise, et puis en fonction des besoins, cette semaine on se sert des bras pour faire du chargement, la semaine prochaine on s'en servira pour faire du polissage, la semaine prochaine pour faire de la manipulation à un endroit précis, du vissage ailleurs, etc. Et on a vu en fait dans plusieurs PME où effectivement on prend un cobo pour résoudre un problème précis. Puis une fois qu'on a vu comment ça fonctionnait, on dit ah ben ouais, mais alors le ponçage où personne ne veut aller parce que c'est quand même c'est dur et compliqué, on pourrait peut-être le faire avec. Ah ouais, mais alors quand on fait ce perçage-là, que c'est impossible de faire, ça on pourrait peut-être l'utiliser. Et on recommande d'autres robots collaboratifs pour les utiliser sur d'autres opérations. Et donc l'idée c'est que là, il pourrait y avoir une vraie utilisation des robots collaboratifs de façon flexible, c'est-à-dire que finalement on achète des robots collaboratifs sans toujours avoir une idée précise de ce qu'ils vont faire dans un mois, dans 2 mois, dans 6 mois, et l'idée que aujourd'hui on s'en sert pour quelque chose, et peut-être pour autre chose dans un mois, ce qui est absolument impossible pour des robots traditionnels, ou extrêmement difficile. Alors, ça j'ai montré, en termes de résultats, évidemment, évolution du rapport de prescription en termes de compétences. Dans la première utilisation, il n'y a aucune évolution. C'est-à-dire là, on vient de boucher des trous de l'automatisation. C'est-à-dire il y a des endroits qui n'étaient pas automatisables pour des raisons de place, de sécurité, et qui deviennent automatisables. Donc là, c'est vraiment le cobo comme petit robot qui permet de pousser plus loin l'automatisation. Quand on dit c'est quelque chose de complètement différent, pas toujours. Dans certains cas, c'est effectivement un moyen de pousser plus loin l'automatisation. Dans l'activité simultanée, finalement, il n'y a pas une grosse évolution des compétences des opérateurs, parce que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est difficile à mettre au point. Donc une fois qu'on l'a mis au point, on n'y touche plus trop. Et du coup, il y a peu d'évolution, peu d'apprentissage. Il y a un vrai travail au moment de la mise en place, mais voilà. Sur l'activité alternée, là, il y a une vraie évolution. Le soudeur, petit à petit, dans une des entreprises, le type qui a mis en place les codes de soudure, c'est un soudeur. Soudeur assez âgé, qui n'a aucune formation en informatique, en programmation de robots, etc. Il s'y est mis, aidé par le fournisseur, etc., mais il s'y est mis et il l'a fait. Et en plus, ça change vraiment le métier. Par exemple, ils nous ont expliqué qu'ils réfléchissaient plus les soudures de la même façon. C'est-à-dire que maintenant, quand ils ont des pièces complexes à souder, c'est tout de suite de se dire, ah bah tiens, ça et ça, on peut le faire par le cobo. Par contre, dans une première étape, il faut qu'on fasse celle-là parce que c'est trop sensible, ça va être super long à mettre au point, ça on va le faire à la main, ça sera plus simple. Et finalement, ils redécoupent l'activité de soudure de façon différente. Donc il y a une vraie évolution du métier. Or, déqualification sur les standards traditionnels, c'est un peu difficile à dire. On peut vraiment parler de requalification, parce qu'effectivement, notre soudeur, il devient chef d'une équipe de soudeurs avec des cobos et des soudeurs traditionnels. Et il répartit le travail entre eux, de façon assez variable. Donc on fait une vraie évolution. Et puis évidemment, la configuration flexible, c'est là où on peut même parler de compétences collectives. C'est-à-dire que là, il ne suffit pas simplement que les gens techniquement s'approprient la technologie, il faut aussi qu'ils en comprennent les ressorts en termes de flexibilité, de rapidité d'usage, et qui, l'idée c'est de se dire demain, on ne sait pas encore à quoi on va les utiliser. Et on doit tester des pistes en fonction de ce qu'on a appris, etc. Et ça suppose effectivement beaucoup d'interactions dans l'atelier. Alors pour conclure, je vais regarder le temps de un petit peu dépassé la robotique à l'usine du futur. Alors, je vais très vite là-dessus, mais évidemment il faudrait faire le lien avec d'autres technologies de l'industrie du futur. Bon, d'abord avec le numérique, c'est-à-dire que si on numérise les usines et qu'on en fait des jumeaux numériques avec une numérisation totale de l'entreprise,
quelle va être la place des robots collaboratifs? Si on a vraiment un modèle numérique complet, comme c'est, bon, on ne sait pas si c'est toujours la réalité ou un peu un fantasme des ingénieurs, mais une numérisation complète de l'entreprise de A à Z, le potentiel flexible des robots collaboratifs là-dedans, il n'est pas très évident. Ça va devenir simplement des petits robots qui rentrent dans une grande, ça risque d'être en tout cas des petits robots qui rentrent dans un grand cadrage logiciel qui laisse moins de flexibilité. Alors il y a par contre, mais ça on n'a pas du tout eu l'opportunité de le traiter, c'est juste je le mentionne, un lien très fort avec la fabrication additive. C'est-à-dire qu'effectivement l'idée que la fabrication additive permet une fabrication de pièces avec une forte personnalisation, etc., c'est intéressant. Si ça change les choses dans l'usine du futur, le robot collaboratif de ce point de vue-là pourrait être un complément énorme quand il va s'agir de faire de la finition, du montage sur ces pièces-là, etc., avec des pièces qui changent régulièrement, qui sont très différentes d'une série sur l'autre et des séries plus courtes. Là, très clairement, la robotique collaborative, les cobots pourraient avoir un impact. Ça pourrait être une technologie clé pour les PME, parce qu'encore une fois, le coût d'entrée financier est moindre, et puis encore une fois, les compétences nécessaires sont moindres. Mettre en place un robot dans une PME, il faut plus ou moins un ingénieur. Mettre en place un robot collaboratif, il faut quand même des gens qui ont un peu les compétences, ça ne se fait pas tout seul non plus, mais le niveau de compétences nécessaire est quand même différent. Et puis ça suppose un changement plus global de paradigme de la robotique industrielle. Je vous remercie.